Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons donc continuer, en quête de sens, à incarner l'espoir au quotidien. Et nous allons tenter d'incarner l'espoir au quotidien en parlant d'effondrement. Nous avons vu il y a 2 mois que, par rapport à la mission qui nous revient sur Terre, nous avions tout pour réussir. Et puis le mois dernier, nous avons vu que l'amour était omniprésent, même si on avait quelquefois l'impression qu'il manquait, que c'était à nous de le révéler, mais qu'il était effectivement là, dans toute existence. Alors si on a tout pour réussir et que l'amour est de toute façon omniprésent, comment pouvoir faire face à cet effondrement et se demander si l'effondrement est inéluctable? L'idée de l'effondrement, elle n'est pas du tout récente. Elle est née en 1972 d'un rapport fait par monsieur et madame Meadows, donc aux États-Unis. Et ils ont fait un rapport extrêmement intéressant dont je vous montre ici un symbole, parce que ce n'est pas véritablement comme ça que c'est fait. Donc nous avons ici le graphique avec les années 1900, l'année 2000, l'année 2100, donc ça porte sur 200 ans. Et donc ces chercheurs ont d'abord commencé par entrer un maximum de chiffres concernant toutes les activités humaines. Donc aussi bien la production industrielle, la production agricole, mais aussi la démographie, l'évolution de l'âge moyen, l'éducation, tous les processus donc d'usure des sols, de prélèvement de la vie dans les océans, bref, tous les chiffres possibles imaginables sur plusieurs années, en recherchant donc loin, comme ça, aussi loin donc qu'on pouvait rechercher des chiffres. Ils ont fait marcher leurs ordinateurs, il y a plus de 150 équations qui ont planché là-dessus, et il a sorti ce graphique-là. Le graphique exact, vous le trouvez sur Internet, mais de toute façon, nous le mettrons sur notre site quand la conférence sera sur le site Internet, donc on mettra le graphique exact, vous pourrez le trouver aussi. Et donc on voit bien quelque chose est tout à fait étonnant, c'est que les choses ne cessent de s'accroître complètement, en sachant que le rapport avait un titre, c'était « Halte à la croissance ». C'est comme ça qu'il a été traduit en français, « Halte à la croissance ». La croissance, c'est vraiment le sésame, c'est vraiment le fondement même de notre économie. À partir de là, on pourrait dire que c'était tout à fait révolutionnaire de dire halte à la croissance en se basant sur un schéma. Mais qu'est-ce qui apparaissait très très nettement, c'est qu'effectivement, depuis 1950, 2000, etc., tout va pour le mieux et que tout finalement fonctionne et ne cesse de croître. Et puis quelque part, aux alentours de 2020 et surtout 2030, la tendance s'inverse. Il y a des courbes qui commencent, alors elles sont toutes un petit peu différentes, il y en a qui commencent à plafonner avant de descendre tout doucement, puis de s'accélérer, d'autres descendent très rapidement. Celle du pic pétrolier, par exemple, eh bien, qui est déjà derrière nous, eh bien voilà, elle descend aussi assez rapidement. Et toutes ces courbes suivent exactement le même processus pour arriver à quelque chose qui ressemble effectivement à un effondrement aux alentours de 2100. Il y en a une qui est un petit peu différente, c'est celle que j'ai dessinée en bleu, et qui est la courbe des ressources naturelles. On voit que cette courbe, elle est très haute en 1900 et qu'elle descend très progressivement dans les alentours de 2000. Et là aussi, il y a quelque chose qui s'accélère considérablement pour arriver finalement à un épuisement des ressources naturelles. Le rapport nous disait il y a 3 causes fondamentales qui risquent de mettre à mal justement cet effondrement. Ces 3 causes fondamentales, c'est tout d'abord le processus d'épuisement de toutes nos ressources. Pétrole, gaz, charbon, l'épuisement des mines. Dès maintenant, le cuivre, on a du mal à en trouver. Le deuxième, c'était l'érosion des sols, qui fait qu'on a tellement maltraité par la culture intensive, on a tellement maltraité les sols, que ça ne va pas pouvoir non plus durer très très longtemps. Et la troisième, c'était l'élévation de température et la pollution. Donc une de ces 3 causes risquait d'entraîner cet effondrement, sachant que, et c'était un petit peu nouveau, on en reparlera tout à l'heure, sachant que ça arrive par l'une ou par l'autre, il y a une espèce d'effet domino qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre qui commence, ça entraîne absolument toutes les autres dans cet effondrement. Donc, dépassement des ressources, érosion des sols, pollution et élévation de température, voilà qui étaient les 3 grandes causes que donnait le rapport Meadows. Qu'est-ce que ça a fait comme bruit à l'époque, en 1972 ? Commençons par le positif. On peut dater de ce rapport-là le début de l'écologie. Par exemple, tous les mouvements écologiques dans le monde, on peut même pas dire en France par exemple, sont nés de ce rapport-là. C'est pour ça que peut-être les plus anciens s'en souviendront très très bien. À l'élection de 1974, l'élection présidentielle, le premier candidat écologiste, René Dumont, qui nous faisait un discours justement sur ce genre de choses, et qui était pris pour un farfelu, qui était pris pour un rigolo. Ça fait frémir maintenant avec le recul. Parce qu'on c'est vraiment type, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il nous raconte comme discours? Voilà. Et c'était donc le premier candidat écologique de l'histoire, et donc à partir de là, toute l'écologie s'est développée. En ce qui concerne les autres échos que ce rapport peut avoir, alors là, c'était tout à fait négatif.
Les économistes se sont moqués de ce rapport. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La croissance qui s'arrête, halte à la croissance. Mais si on fait halte à la croissance, c'est tout notre système qui s'effondre. C'est tout simplement impossible. On ne peut pas du tout l'imaginer. Surtout qu'avec une population qui ne cesse de s'accroître. Donc c'est vraiment stupide. Dire qu'il y a un pic pétrolier en 2020, en 2030, mais c'est stupide. On retrouvera toujours du pétrole. Il y en a tellement. On ira le chercher peut-être un petit peu plus loin, ce sera un petit peu plus difficile, mais on en trouvera toujours. Des minerais également. Donc la technologie sera tellement développée qu'on arrivera de toute façon à trouver des systèmes de substitution. On fonctionnera autrement. Il faut faire confiance à l'humain, à son inventivité, aux ressources naturelles qu'on n'a pas encore su découvrir. Et de toute façon, voilà. Et donc on s'est complètement moqué de ce rapport Meadows. Ça a même été combattu. On a même quelquefois dit des choses tout à fait mensongères sur ces deux chercheurs en essayant de les discréditer complètement au maximum parce que ça ne plaisait pas du tout aux économistes. Il faut dire une chose qui est peut-être tout à fait étonnante, c'est que les discours économiques, qu'ils soient capitalistes ou marxistes, ont toujours traité du capital, du travail, des financements, ont toujours traité justement de la rentabilité, ont toujours traité du profit. Ils n'ont jamais entré dans leur courbe les ressources naturelles. Comme si c'était quelque chose qui de toute façon allait durer tout le temps. Donc dans aucune des philosophies, aucun des modèles économiques, on ne parlait des ressources naturelles qui naturellement allaient s'épuiser. C'est comme si non, ça n'existait pas. Donc on a continué de construire des modèles, on a continué de construire des courbes de profit, des courbes de croissance, sans tenir compte du tout des ressources, et non plus sans tenir compte du tout de ce que le fait de brûler toutes les énergies carbonées, qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc ça, c'était absolument exit de tous les calculs donc, des économistes. Et donc c'est la première fois qu'on tenait compte de tout ça, et le résultat pouvait être alarmant, mais c'était absolument inentendable pour la plupart donc, des économistes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur Internet, il y a beaucoup de personnes, naturellement, qui traitent de ça depuis des années, et en particulier depuis une dizaine d'années. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui s'appelle Gaël Giraud, un économiste tout à fait passionnant, qui prend en compte tout ça, et qui dit que ce rapport Meadows, naturellement, depuis 50 ans, on l'a analysé, on l'a décortiqué, on l'a comparé aux chiffres réels, année après année. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, il est tout à fait exact. Comme dit Gaël Giraud, on n'a jamais vu un modèle économique aussi rigoureusement exact, correspondre exactement à la réalité. Et déjà, comme ils annonçaient dans les années 2020 qu'on allait commencer à avoir des redescentes, on les note déjà. Par exemple, on a atteint le pic pétrolier il y a 2-3 ans. Le pic pétrolier, ça veut dire que dès maintenant, l'extraction naturelle du pétrole liquide a baissé. On en extrait maintenant beaucoup moins. Naturellement, artificiellement, on va maintenir un peu la courbe pendant une dizaine d'années parce qu'on s'est lancé dans l'extraction des gaz de schiste aux États-Unis et au Canada. Mais ça ne va pas durer non plus longtemps parce que ça coûte aussi une fortune. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout évident et qu'on s'aperçoit que tous ces chiffres et que finalement tout ça, c'est peut-être quelque chose qui est à prendre au sérieux. Et donc il y a de plus en plus de penseurs qui nous amènent à prendre ça au sérieux, à nous dire il faudrait peut-être faire gaffe parce que finalement, c'est fini. La croissance, c'est terminé. Et c'est vrai que quand on voit ce schéma, s'il y a une chose qu'on voit très bien, c'est que c'est complètement en désaccord avec tous les discours qu'on peut entendre et tous les discours politiques de quelque bord qu'ils soient, où finalement tous les discours nous disent il faut gagner quelques points de croissance. On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas de la croissance. On ne peut pas arriver et que tout le monde ça. Et le nombre de gens qui descendent dans la rue pour demander de la croissance, plus d'argent, plus de retraite, plus de ceci, plus de cela. Stop! Ce que nous dit ce schéma, c'est que le seul discours maintenant qu'il faut entreprendre, et vite fait, bien fait, c'est la décroissance. Sinon, si on ne le fait pas et qu'on continue à vivre au-dessus de nos moyens, et sans tenir compte de tout ça, c'est évident que de toute façon, l'effondrement sera extraordinairement sévère. Donc pendant qu'il en est peut-être encore temps, mais très très peu, peut-être qu'on peut entamer quelque chose qui serait de l'ordre du raisonnable. Mais on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas, absolument pas poindre. Quand on voit ça, on peut dire, et maintenant, d'où vient cette histoire d'effondrement, l'histoire de la collapsologie, qui depuis 5 ou 6 ans maintenant est dans tous les médias. C'est donc aussi un chercheur intéressant qui s'appelle Pablo Servigne, je pense que tout le monde a entendu parler de lui, qui est quelqu'un qui surtout est remarquable parce qu'il a fait un travail de synthèse. Et il a fait surtout un travail transversal. En effet, c'est une chose bien connue que tous les chercheurs, tous les scientifiques, très spécialisés dans leur domaine, ont une certaine tendance à creuser dans leur domaine. Et du coup, quand on creuse un trou, il y a des parois. Et c'est très difficile de communiquer avec les trous d'à côté. Par conséquent, donc, il y a généralement, relativement peu de transversalité entre toutes les recherches. Et lui, il a passé des années avec son collègue à faire justement cette transversalité et à mettre en rapport toutes les recherches d'où qu'elles viennent. Et ce qu'il en est ressorti, c'est on va bel et bien vers un collapse en anglais, donc vers un effondrement, et donc ce qu'il a intitulé justement cette collapsologie. Je dis les chercheurs ont une certaine tendance à rester dans leur domaine,
Mais c'est intéressant de voir comme chacun d'entre nous, on a aussi un petit peu cette tendance. Quand vous dites à quelqu'un, par exemple, le climat va augmenter d'ici 2050, en tout cas sur 2100, on n'a pas les dates exactes, mais le climat va augmenter d'à peu près 5 degrés. Quelle est la réaction souvent qu'on entend? Ah, 5 degrés? Moi, je ne suis pas contre. C'est vrai que j'aime bien un petit peu avoir chaud l'été, etc. Puis bon, alors c'est vrai qu'en ville, pas bien, mais au bord de la mer, ça doit être sympa. Puis surtout l'hiver. Ah, l'hiver, moi j'ai horreur du froid. Donc 5 degrés en plus, ça me dirait. Et en plus, on chaufferait moins, ça serait bon pour la planète. Ça, oui, c'est ce qu'on appelle raisonner individuellement et localement. Parce que 5 degrés ici, ça fait 7 ou 8 en Afrique. C'est-à-dire une désertification qui double. Ça donne vraiment un désastre au niveau écologique et au niveau alimentaire, donc en Afrique. Ça veut dire les glaciers qui fondent. Alors là, souvent on dit, oui, bah, les glaciers qui fondent, bah, c'est sûr. Ah, la mer de glace, c'est vrai que j'aimais bien. Enfin bon, s'il n'y a plus de mer de glace à Chamonix, c'est pas grave non plus. Bon, c'est sûr que l'inconvénient, il faudra aller skier un peu plus haut, quoi. Là, en moyenne montagne, on ne pourra plus tellement skier. Mais enfin bon, à part ça, c'est pas très très grave. Là encore, extraordinairement local. La fonte des glaciers, ici, effectivement, c'est peut-être pas très 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 grave. Dans l'Everest, c'est absolument dramatique parce que les plus grands fleuves nourriciers indiens ou chinois, eh bien, sont complètement dépendants de cette neige et de ces glaciers qui sont dans les Himalayas. Et si à partir de là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ce sont des millions de personnes qui vont être vraiment dans la peine parce qu'il n'y aura plus de quoi irriguer, il n'y aura plus de quoi fonctionner, donc dans l'alimentation basique. Donc si on se rend compte de ça, simplement on dit mais c'est une catastrophe. Si on arrête de regarder simplement chez soi. Ah puis alors les fontes de glace de l'Arctique, là aussi c'est une catastrophe. Ça veut dire que c'est la montée des eaux, là aussi de plusieurs mètres. Ça veut dire que d'ores et déjà, il y a des tas d'endroits qui sont comme le Bangladesh, sans parler des petites îles du Pacifique, qui sont complètement perdus corps et biens. Mais à terme, parce que naturellement au fur et à mesure que ça se réchauffe, l'océan se réchauffe, et plus l'eau des océans se réchauffe, et plus l'eau gonfle, et plus elle prend de place, et plus elle monte. Et moins il y a de glace, moins il y a de réflexion par le blanc des rayons solaires, et donc plus ça continue de se réchauffer. Et à partir de là, bah, dans 2100, 2150, 2200, bah, voilà, on imagine que les eaux peuvent monter d'une dizaine de mètres, ce qui fait que même New York est sous les eaux, et qu'il faut revoir complètement la carte de tous les continents, parce que l'océan va manger énormément sur les continents existants, avec toutes les catastrophes qu'il peut y avoir donc au niveau humanitaire, au niveau alimentaire, au niveau des réfugiés climatiques qui ne peuvent même plus vivre chez eux. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, je voulais simplement vous donner une petite idée de cet enchaînement et de cette histoire de domino, pour vous montrer que 5 degrés en plus, et naturellement ça ne s'arrêterait pas là, c'est 5 degrés simplement, soyons optimistes, en 2100, mais c'est combien en 2200 et c'est combien en 2300? Le problème c'est que la plupart du temps, les responsables actuels, qui sont dans les pouvoirs économiques, financiers et autres, sont des gens qui ont plus de 40 ans. Alors ce qui se passera en 2050, en 2100, cool, nos descendants verront ça. Moi je verrai ça de haut. J'attendrai simplement avant de me réincarner que ça soit arrangé, que ça soit mieux. Donc il y a un certain détachement par rapport à ça. C'est vrai que c'est comme si ça ne nous concernait pas. Exactement ce détachement qu'il y avait en 72 avec le rapport Meadows. Quand on disait en 1972, voilà ce qu'on risque en 2100. Oula, 2100, c'est loin, on a le temps. Oui, sauf que ça va très très vite et que maintenant on y est. On est au bord justement de ce déclenchement-là. Alors quelle est la date exacte? On n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. Vous avez un spécialiste que je vous conseille aussi beaucoup d'aller écouter sur YouTube, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Lui, c'est le spécialiste de l'énergie. Et donc Jean-Marc Jancovici, il dit, mais ça peut arriver demain. On ne sait pas qui va souffler sur le premier domino. Après, c'est vraiment un système en chaîne. Qui va souffler sur le premier domino? On ne sait pas ce que ça peut être. Est-ce que ça va être le climat? Est-ce que ça va être une chaleur extraordinaire? Est-ce que ça va être un effondrement de la bourse? On sait très bien qu'actuellement, la bourse est extraordinairement gonflée. Et tous les banquiers, même votre banquier, interrogez-le, tout le monde vous dit, bah oui, ça va s'effondrer. Donc si vous avez beaucoup d'économies en banque, vous n'êtes pas prêt de les retrouver. Donc ça va complètement gonfler. Et à partir de là, la bourse va s'effondrer. Et comme en 2008, mais beaucoup plus grave, tout le monde le dit, et ben, les banques vont tomber aussi les unes après les autres. Et puis tout ce qui peut tomber à côté. Mais on ne sait pas du tout. Ça peut être même un grain de sable, même plus petit qu'un grain de sable. Un virus. Je dis ça au hasard. Un petit virus qui d'un seul coup bloque, embête tout le monde, fait qu'on arrête de fonctionner, on arrête de travailler, on arrête les usines, on arrête ceci, on arrête cela. Mais on ne sait pas. Mais ça peut être tout à fait imprévu. Et de dire que ce sera dans telle ou telle date, c'est complètement s'aventurer. On n'a aucune idée de ce que ça.
Donc ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans 10 jours, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Mais ce qui est certain, c'est que c'est inéluctable. On ne peut pas continuer de fonctionner de cette manière-là. Si on voit ce réchauffement climatique, si on se rend compte effectivement de toutes les catastrophes en chaîne que ça peut apporter, on se dit, mais alors, quelle en est la cause? Ah bah, la cause, elle est extrêmement simple. La cause, c'est que tout simplement, nous avons consommé toutes les réserves, ou presque, de charbon, gaz et pétrole en 150 ans. Donc on avait une réserve extraordinaire, c'était le produit de 200 millions d'années de décomposition des forêts du Carbonifère, ça s'était décomposé longtemps. Voilà, c'est une belle réserve, c'est un bel héritage que nous avait donné. Et nous, en 150 ans à peu près, allez, maximum 200 ans avec le petit reste, eh ben, on aura absolument tout brûlé. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme qui fait qu'on aura donc vraiment monté la température. Donc on pourrait dire, oui, mais alors, bah, ça tombe bien, si on a plus de moins en moins, peut-être que ça va redescendre. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, et ça, je crois qu'on y pense vraiment très très peu. C'est à quel point notre civilisation est fondée complètement sur les énergies fossiles. On pourrait dire très simplement, bon, bah, puisque c'est ça qui est la cause du réchauffement, et qu'on va tous effectivement à un désastre climatique si on continue d'utiliser ces énergies fossiles, arrêtons tout. C'est cela, arrêtons tout. Mais ça veut dire que là, c'est la catastrophe pour toute la civilisation. Est-ce que vous vous rendez compte que tout, absolument tout, fonctionne avec des machines et que toutes ces machines fonctionnent uniquement pétrole, gaz, charbon? Vous allez me dire, ah bah il y a l'électricité. Ah bah oui. Ah, en France, on est un peu verni. En France, grâce au nucléaire, l'électricité, la plus grande partie est produite grâce au nucléaire et donc ne réchauffe pas l'atmosphère. Mais partout dans le monde, l'électricité est produite avec entre 80 et 85% de charbon. Parce que nous, on croit que le charbon a disparu et qu'il a été remplacé par le pétrole. Jamais. On n'a jamais autant consommé de charbon. Simplement, on ne le met plus dans les locomotives, on le met dans des centrales qui produisent de l'électricité et les locomotives consomment l'électricité. Nous, le charbon, on ne le voit plus. Mais il est toujours bien là. Et même certains, comme les États-Unis ou la Chine, tendent à accroître leur production et leur utilisation de charbon. Et c'est ce qu'il y a de plus polluant. Donc dire qu'on va arrêter tout ça, mais ça arrête tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Depuis les machines qui fabriquent nos fringues, les machines qui fabriquent les voitures, les téléphones, les portables, les ordinateurs, tout notre quotidien, tout est complètement fonctionnel avec le monde du pétrole. Sans parler naturellement des transports, donc voitures, mobylettes, fabriquer des vélos, il faut bien les fabriquer, ça aussi c'est fait avec ça. Oui, mais il y a des éoliennes, ouais, vous avez une idée de ce que ça consomme une éolienne en énergie pétrole? Pour arriver à construire les mètres cubes qu'il faut pour établir une base stable sur une éolienne qui fait 100 mètres de haut avec du métal, bah, c'est extrêmement coûteux en énergie pétrole, paradoxalement. On ne le dit jamais, ça. Ou les panneaux solaires. Tout ça, c'est terminé. Vos médicaments, c'est terminé. On ne fabrique plus de médicaments. On ne peut plus. Et ce à quoi on pense régulièrement, pas du tout, c'est l'alimentation. Sans tracteur, sans moissonneuse, batteuse. On va faire tout à la main, à la bêche. Est-ce que vous vous rendez compte combien toute notre civilisation, absolument toute, on peut prendre les choses les unes après les autres, tout est à base de machines, et toutes ces machines sont thermiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent à partir de gaz, pétrole et un peu charbon, ou en tout cas de l'électricité produite par le charbon. Ça veut dire que si on dit on arrête tout, bah c'est fini quoi. L'humanité retourne à l'état sauvage, on retourne au âge du siècle. Bon, c'est même pas possible. On ne peut pas dire on arrête tout. C'est pour ça que les gouvernements ne peuvent pas dire sérieusement stop, on ne consomme plus. Non. Donc qu'est-ce qu'ils font? On va diminuer. Oui, mais il faut diminuer rapidement. On a dit qu'il fallait surtout limiter la hausse de la température planétaire à 2 degrés pour éviter que les catastrophes soient trop grandes. Je ne sais pas si vous êtes au courant des dernières nouvelles, mais les 2 degrés, c'est fini, terminé. On s'est complètement dépassé. Maintenant, c'est 5 au minimum. Donc si on continue de décroître très timidement comme ça à la vitesse où on le fait, c'est un peu comme si ça servait à rien. Pour dire, mais c'est pas possible. Un tel aveuglement, on ne peut pas quand même continuer ça. Pourquoi est-ce qu'on ne diminue pas beaucoup plus rapidement? Ah, mais c'est pour une raison bien simple. Toute notre économie est construite sur la croissance, dont je vous parlais tout à l'heure. Tout le monde n'a qu'un système en tête, la croissance. Tous les mois, on vous dit, le chiffre de la croissance, le PIB, le fameux produit intérieur brut, le PIB de la France croît, etc. Mais pas beaucoup, 0,1%, 0,2%. Mais c'est déjà 10 fois trop. Il faut donc, dans la conscience, et c'est là qui va être intéressant, c'est une véritable révolution des consciences, percevoir que non, la croissance n'est plus possible d'ores et déjà. Parce que si on parle croissance, on ne peut absolument pas diminuer la consommation d'énergie. Parce que toute croissance, ce sont des machines qui fonctionnent, ce sont des bateaux, ce sont des avions, ce sont des camions qui roulent tout le temps.
Donc tout ça, c'est de l'énergie, et tout ça, c'est du pétrole. Donc on ne peut pas faire ça. Donc quel est le gouvernement suffisamment suicidaire pour dire stop, on organise une décroissance sévère? J'en connais pas. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui tiendrait 8 jours avant que tout le monde descende dans la rue et qu'on dit non mais ça va bien, oui, décroissance et puis quoi encore? Ah bah oui, je suis désolé, il va falloir travailler moins pour gagner moins de retraite. Par contre, vous aurez plus de loisirs, mais il va falloir donc consommer autrement, donc avoir un petit peu moins de volonté d'avoir plus, toujours plus, encore plus. Bah non, ça ne va pas pouvoir fonctionner parce qu'on n'a plus. Les frigos sont vides, donc on ne peut pas faire ça. Alors on pourrait se dire, mais est-ce qu'on va finalement attendre tout simplement qu'il n'y ait plus rien, quoi, qu'on soit mis en face des faits et qu'on sera bien obligé de subir cet effondrement parce que le pétrole, ça est devenu hors de prix, il n'y aura presque plus de gaz, il n'y aura plus de ça, il y aura encore du charbon. Mais... Donc, puis voilà, puis à un moment donné, on s'apercevra que l'humanité va s'effondrer. Peut-être qu'effectivement, on en arrivera là parce qu'on est incapable de faire autrement avant. Le scénario, vous voyez, est très sympathique. Si on continue sans rien faire, c'est l'effondrement. Si on arrête tout, c'est l'effondrement. Et si on diminue au rythme où on le fait maintenant, c'est l'effondrement. C'est juste la date qui change. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est l'effondrement. Tout ça est le produit d'un certain type de conscience, tout ça est le produit de l'humanité, de son fonctionnement, donc maintenant depuis 120 ans. Donc on a vraiment fonctionné de cette manière-là, et c'est tout à fait le résultat de cette histoire-là. Alors, vu l'inéluctabilité de la chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que pose Pablo Servigne justement dans ses livres. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a celles, comme certaines personnes aux États-Unis, que je ne nommerai pas, qui nient en bloc tout ça et qui continuent de dire pas du tout. La croissance continuera, on y croit très fort, le réchauffement c'est de la blague, tout ça, ça n'existe pas, continuons plein pot, réouvrons même des centrales de charbon, voilà. Donc c'est des gens qui n'y croient pas du tout et qui nous précipitent un peu plus vite dans l'épuisement des ressources. Et puis les deuxièmes catégories de personnes, ce sont les gens qui disent, écoute, moi je ne sais pas ce que fait l'État, je ne sais pas ce que fait au niveau international, mais moi je diminue. Moi, je diminue mon empreinte carbone. Moi, je m'efforce de moins consommer. Moi, je m'efforce de fonctionner différemment. Moi, je m'efforce de ne pas toujours remplacer les choses. Moi, tout ce processus de consommation, vraiment, ça me sort par les yeux. Et donc, à mon petit niveau, ma petite part de colibri, je vais faire ce que je juge nécessaire de faire de manière à pouvoir vraiment accélérer cette décroissance. Quelquefois, c'est vrai que l'attitude de colibri des gens qui comme ça dans le quotidien font ça dans leur coin, ça paraît tellement minuscule par rapport à la puissance développée par tous les conglomérats économiques qui ne cessent d'augmenter donc leur consommation. Mais c'est fondamental, on verra pourquoi tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est pourtant par là que la solution va arriver. Alors Pablo Servigne nous dit, maintenant, si on dit que la crise est inéluctable, que de toute façon c'est juste une question de décennies selon les scénarios qu'on va utiliser, de toute façon maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On imagine, la crise est là, l'effondrement est là, et donc qu'est-ce qu'on fait? Quel comportement on adopte? Et là, vous avez deux comportements. Vous avez ce qu'on appelle les survivalistes. Ce sont des gens, les survivalistes, qui sont très très prévoyants, et qui prévoient donc de devoir se débrouiller par eux-mêmes. Donc ce sont des gens qui généralement quittent les villes, achètent une petite maison à la campagne avec un terrain, ils se mettent à l'agriculture, ils ont généralement un puits, et leur but immédiat c'est l'autonomie totale. L'autonomie éventuellement électrique avec des panneaux solaires, l'autonomie en eau, l'autonomie en nourriture avec un petit jardin. Ils font des énormes réserves de conserves, etc. Parce que ça peut pas. Et donc voilà, le but c'est qu'au moment où la crise va arriver, moi, chez moi, ça ira. Pendant un certain temps, le temps de voir venir. Remarquable attitude égocentrique qui n'est rien d'autre que l'attitude qui nous a précipités dans cette crise. Ce que nous dit Pablo Servigne, dire non, il faut adopter une autre attitude. C'est l'attitude de l'interdépendance. En fait, il faut copier la nature. Tous les chercheurs se sont aperçus que chaque fois qu'il y a un problème de stress, chaque fois qu'il y a un problème de destruction, chaque fois qu'il y a un problème véritablement très fort dans la nature, tout ce qui s'en sort dans la nature, c'est grâce à des réseaux, c'est grâce à des interactions, c'est grâce à l'entraide, c'est grâce à des interdépendances. On l'a déjà vu même complètement au niveau humain. On sait très très bien que même ici, donc en France, quand il y a des inondations, quand il y a des cataclysmes, quand il y a des choses qui vont très mal, immédiatement les populations ont tendance à s'entraider, à se donner un coup de main, à se recevoir, à se donner des vêtements, de la nourriture. Bref, chaque fois qu'il y a un réseau d'entraide comme ça, aussitôt on s'aperçoit que les choses fonctionnent et qu'une résilience véritable peut se mettre en place.
Donc ce qu'il nous dit, c'est ça. Il nous faut absolument réussir à cultiver cette qualité parce qu'il nous la faudra absolument développer. C'est la notion de réseau. On sait très très bien que un réseau est relativement indestructible. C'est très très dur de détruire un réseau. Parce que s'il y en a une partie qui est atteinte, eh bien ça se reconstruit tout simplement à côté, etc. Et tout le réseau qui est encore intact tend à reconstruire l'intégralité du réseau. Alors que si vous avez des points centraux, et qu'un point central est détruit, c'est très très difficile d'arriver. Voilà pourquoi une des grandes qualités, mais on aura le temps d'y revenir dans les conférences suivantes, une des grandes qualités à venir, c'est justement d'enlever ces points centraux au profit de réseaux. Il nous dit, développons cette histoire de réseau parce qu'on en aura bien besoin, ce sera tout à fait indispensable. Quand il y aura eu l'effondrement, ce sera la seule manière de s'en sortir les uns les autres, c'est de s'entraider. C'est certainement pas la fonction survivaliste. Moi, chez moi, je m'en sors tout seul. C'est au contraire en comptant les uns sur les autres. C'est comme ça que la nature fait et c'est comme ça que l'humanité devra fonctionner. Voilà, ça c'est les événements tels que je peux vous les présenter, tels qu'ils ressortent de toutes sortes de spécialistes, que vous pouvez donc aller voir, Gabriel Giraud, Ankovici. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui donne aussi pas mal d'idées, c'est Mark Loix. Je vous l'écris parce que c'est pas forcément évident. L-U-Y-C-K-X. Maintenant, on ne vous a pas invité ici ce soir pour parler simplement de l'économie et de l'instruction. Nous vous avons fait venir pour essayer de voir ça du point de vue de la conscience. Parce que c'est ça qui est notre travail. Notre travail à nous, c'est d'essayer de voir du point de vue de l'âme, donc du point de vue de la conscience, avec un C majuscule, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et c'est là que justement les choses peuvent être tout à fait différentes. D'abord, l'effondrement. Effondrer, c'est lorsqu'il y a un fond qui s'écroule. Par conséquent, lorsqu'il y a un fond qui s'écroule, quand il y a un fond qui part, c'est une base, c'est un fondement. Donc tout effondrement, c'est une base, c'est un socle qui fiche le camp. Qui peut être remplacé par un autre, mais en tout cas, celui-là, il fiche le camp. On va dire, mais quel est le socle en question? Ah, du point de vue des faits, naturellement, c'est toute l'histoire donc, que je viens de vous raconter. Toute cette histoire de manquement des minerais, de l'énergie, etc., la fin des énergies fossiles, ça, c'est la cause. Mais si nous partons justement du côté de la conscience, c'est pour voir que derrière les faits, comme vous le savez, parce qu'on en parle chaque fois, derrière les faits, il y a toujours l'aspect conscience qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aspect conscience? Ça veut dire que derrière l'utilisation, par exemple, du pétrole, je vais prendre cet exemple-là, derrière l'utilisation du pétrole tel que nous l'avons fait, il y a des idées, il y a des projets, il y a des désirs, il y a des plans qui sont faits. Et naturellement, tous ces projets, ces désirs, ces plans émanent d'un certain état de conscience. En l'occurrence, ça émane complètement de l'état de conscience que nous connaissons bien dans notre société, qui est l'état de conscience individuel, égoïste, qui demande toujours plus, qui veut absolument que tous ses désirs soient exaucés, qui recherche le bonheur. Ça émane toujours de cet état de conscience-là. Et c'est pour ça que cet état de conscience a, naturellement, grâce à tout ce qu'il pouvait y avoir comme énergie disponible, s'est dit mais c'est fabuleux, on va pouvoir s'éclater, on va pouvoir consommer tout ce qu'on veut, on va pouvoir créer tout ce qu'on veut, on va fabriquer un monde tel qu'on peut le rêver, avec tous nos plaisirs et réussir, si possible, si on est né sur un bon continent, dans un bon côté, eh bien pouvoir vraiment exaucer tous nos vœux. C'est donc un état de conscience au départ. Imaginons un instant que l'humanité ait découvert toutes ces énergies fossiles à partir d'une conscience beaucoup plus de partage. Et qu'on dit, ah mais c'est fabuleux, il y a toutes ces énergies fossiles, mais on se rend compte que, comme c'est des énergies fossiles, forcément c'est très limité. Il n'y en aura pas tout le temps. Donc peut-être que vu leur utilité, vu leur rareté, on va peut-être essayer de s'en servir avec parcimonie. On va essayer de s'en servir vraiment quand il faut, là où c'est peut-être indispensable. On ne peut pas se servir peut-être d'autre chose, mais en faisant attention de ne pas brûler suffisamment pour ne pas polluer, pour ne pas réchauffer l'atmosphère, et surtout pour essayer d'en avoir peut-être le plus longtemps possible. Et on n'en serait absolument pas là maintenant. Donc les énergies fossiles en elles-mêmes sont absolument responsables de rien. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui en avons fait, qui avons décidé d'en faire un certain usage, parce qu'en tant qu'humanité, nous avons passé un cap donc de conscience qui est particulier. Donc ce qu'il faut bien voir dans cette histoire-là, c'est que qu'est-ce qu'il y a à l'origine si on remonte? D'accord, ce sont les énergies fossiles qu'on a brûlées, mais derrière, c'est un ensemble de plans et de désirs, et derrière, c'est un certain état de conscience. Essayons de préciser un petit peu plus cette histoire d'état de conscience, parce que c'est ça qui est tout à fait fondamental pour arriver à comprendre. On a déjà vu ça il y a 2 mois, quand on a vu l'histoire de la conscience à partir de l'involution et de l'évolution.
Je vous la rappelle très très brièvement parce que c'est fondamental et puis qu'on va avoir après une précision concernant cette courbe-là. En effet, nous avons vu que quand on étudie l'histoire de l'âme, donc l'histoire de la conscience sur Terre, l'histoire de l'humanité sur Terre, non pas du tout du point de vue du physique, du point de vue des formes, mais vraiment du point de vue de l'histoire de la conscience. On avait vu que la conscience de l'âme que nous sommes fondamentalement, nous sommes venus ici sur Terre pour amener l'amour sur Terre, ce que nous avons vu le mois dernier. Mais que pour pouvoir ce faire, il est absolument indispensable pour l'âme de disposer d'un outil qu'on appelle la personnalité. Sinon, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas travailler, bosser dans la matière. Et donc, on avait vu qu'il y a pendant des milliers de vies, il y a tout un premier temps ici, donc on avait appelé un temps de construction, un temps d'élaboration, dans lequel l'humanité semble involuer. C'est-à-dire que l'humanité, d'âme qu'elle est, elle descend progressivement et s'enfonce de plus en plus dans des vibrations basses et dans les vibrations de la matière. Mais ce faisant, la personnalité se construit. On a un physique, on a une sensibilité, on a un émotionnel, et maintenant, depuis peu, on a un mental. Donc ça y est, on est vraiment bâti. À partir du moment où on est bâti, on avait vu qu'il y avait une deuxième phase. Cette deuxième phase, c'était justement donc cette conscience telle que nous la vivons maintenant, qu'on appelle la conscience indépendante. En effet, tant qu'on n'est pas fini, tant qu'on est en construction ici, en phase 1, on a vu que les gens qui sont encore en phase 1, et ils sont encore certainement plusieurs milliards sur Terre, à ne pas être finis parce que malheureusement la scolarisation n'a pas atteint tout le monde, et tant que le mental n'est pas développé, on n'est pas fini, eh bien ces gens-là sont encore en conscience de ce qu'on appelle de dépendance. Ça veut dire qu'ils dépendent toujours de quelqu'un. Ils dépendent d'un chef, ils dépendent d'un chef de tribu, ils dépendent d'un chef de famille, ils vont dépendre des traditions, ils vont dépendre d'un village, ils vont dépendre d'un sorcier, ils vont dépendre tout simplement d'une religion, d'un prêtre, d'un gourou, d'un imam. Bref, le monde de dépendance est absolument énorme. Si bien qu'ils ne sont pas encore capables de dire « moi, en toute autonomie, je dis, je pense et je décide ». Ils ne peuvent pas le faire, parce que la plupart de leurs actes et de leur fonctionnement est dicté par l'environnement dans lequel ils sont, la civilisation dans laquelle ils sont, la religion, etc. Tout ça est en... Donc c'est la conscience de dépendance. Quand on passe en phase 2, là on passe complètement en conscience d'indépendance. C'est là où on peut dire « maintenant c'est moi ». Maintenant, c'est ma vie, je me suis construit, maintenant j'ai besoin de personne, maintenant je désire, je pense ce que je veux et je fais ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est cette société que nous connaissons très très bien. C'est vrai qu'en France, nous connaissons de moins en moins, voire presque plus du tout, cette société, donc en conscience de dépendance, même s'il y a encore ça et là, encore des individus qui sont encore dans cet état-là. Et puis, il y a une troisième zone qui est très importante et qui n'est plus dans le bas de la courbe, qui est la zone que nous avions vue qui était relativement dangereuse. On a l'impression que souvent les choses vont s'effondrer, on a l'impression que les choses vont se casser la figure, tellement l'égoïsme est énorme. Donc l'effondrement, il est là, en bas de la courbe. On avait vu que il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes parce que ça remonte. Et que maintenant, ce qu'on ne pouvait pas dire il y a encore une centaine d'années, mais il y a bien beaucoup, de plus en plus d'êtres qui développent cet état de conscience numéro 3, qui est la conscience d'interdépendance. Donc, dépendance, indépendance, interdépendance. Comment se caractérise cette conscience numéro 3 d'interdépendance ? C'est le moment où justement le moi-je qui m'obnubile pendant la conscience numéro 2 s'estompe quelque peu. Je vais commencer à découvrir l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est vraiment l'autre, c'est les autres. Découvrir l'autre dans ce qu'il est. C'est, on pourrait dire, la conscience de reconnaissance, qui est peut-être une des choses les plus importantes, vraiment par rapport à l'amour. Reconnaître l'autre pour ce qu'il est fondamentalement. Alors qu'en conscience de dépendance, je ne reconnais pas l'autre parce que l'autre, il est comme moi. Et comme moi-même, je suis encore incapable de me reconnaître en tant que ce que je suis, je ne peux pas reconnaître l'autre dans ce qu'il est. En conscience individuelle, je reconnais l'autre que dans la mesure où il me sert, que dans la mesure où je l'aime et qu'il m'est utile. Dans la mesure où il m'est plus utile, au moment où je l'aime plus, on passe à autre chose. Là, c'est la première fois qu'on passe vraiment dans une conscience où, oui, je commence à côtoyer les gens en disant, mais toi, qui es-tu fondamentalement ? Pas pour ce que tu me sers, pas parce que tu as tel rôle, pas pour ça, mais qui es-tu ? Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, c'est de découvrir ça. Et quelquefois, quand on dit ça, on découvre que finalement, on ne s'est jamais posé la question, en tout cas avant un certain âge, sur les gens qui nous entourent. Oui, c'est mon père, c'est ma mère. Oui, mais qui est vraiment l'humain derrière mon père ou ma mère ? C'est vrai, ça ? Bon, c'est vous dire que ce n'est pas toujours évident d'arriver donc dans cette troisième zone de conscience. Et naturellement, cette conscience de l'autre, il faut l'élargir. Parce que c'est le moment où on est en conscience des autres globalement. On est en conscience avec les animaux.
avec les végétaux, les minéraux. Et là encore, pas du tout dans une relation utilitaire. Qui sont-ils véritablement en tant que tels? Et quelles relations pouvons-nous amener donc entre nous et ce qu'ils sont? Et puis, ça développe aussi la relation avec l'autre en nous, l'âme, le grand A. Là aussi, on découvre qu'on n'est pas simplement une personnalité, on est quelque peu l'âme. Cette âme qu'on a perdue au fur et à mesure qu'on s'enfonçait dans l'évolution, on va commencer donc à la retrouver. C'est plus ou moins long. Il y a des gens qui commencent par trouver l'âme, puis qui après, du coup, trouvent la relation à l'autre. Il y a des autres qui font exactement l'inverse, qui découvrent d'abord la relation à l'autre, aux autres, à la nature, et seulement beaucoup plus tard, la relation à l'âme. Ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, les deux sont tout à fait synchrones. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait, c'est le même état de conscience, donc qui est en rapport dans ces deux aspects-là. Et puis, on avait vu qu'il y avait un quatrième état de conscience, donc on n'en parlera pas trop ce soir, qui est donc les états de sagesse, les états donc de conscience globale, quand le monde de l'âme commence complètement à piloter intégralement le monde de l'humain. Mais ça, on verra ça plus tard. On en reste simplement là, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que nous vivons, nous, maintenant. C'est ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut analyser. Et donc, ce que vous pouvez percevoir dans ces niveaux de conscience, c'est que j'ai dessiné les cercles avec des chevauchements. Parce que naturellement, passer d'un état de conscience à un autre, ce n'est pas quelque chose qui se suit, c'est quelque chose qui se chevauche. Je voudrais qu'on vous détaille ça pour ce soir, pour bien comprendre ce qui se passe à propos de l'effondrement. Voilà le schéma. Cette fois-ci, vous voyez, je vous l'ai mis en fondu enchaîné. Ça veut dire que vraiment, on voit bien comment la conscience de dépendance, chez quelqu'un, par exemple, chez un individu, finit progressivement par diminuer, en même temps qu'augmente progressivement donc la conscience d'indépendance, puis qu'elle va finir par diminuer, et puis qu'augmente la conscience d'interdépendance, etc. Il y a aussi la quatrième zone, mais on ne la fait pas, simplement par rapport à ça. Et donc, ce que vous remarquerez, c'est qu'on retrouve donc nos trois niveaux de conscience, nos trois mondes de conscience, 1, 2, 3, et qu'entre les deux, j'ai dessiné des zones qu'on va appeler la zone A et la zone B, qui sont des zones que nous appelons des zones de subduction, eu égard à ce qui se passe en géologie. En géologie, vous savez que les continents ont certaines tendances à s'enfoncer les uns sous les autres. Et que on appelle ça des zones de subduction. Et comme ça ne glisse pas toujours bien, au moment où ça coince quelque peu et que d'un seul coup, tac, ça avance d'1 mètre d'un coup, ça provoque des tremblements de terre, des séismes donc en surface. Et naturellement, quand ça se passe dans l'océan, ça se passe des tsunamis. Donc c'est vraiment toujours cataclysmique. Donc c'est véritablement très intéressant de voir que les zones de subduction sont des zones de cataclysme, de séisme et de tsunami. Il en est de même du point de vue de la conscience. Quelles sont ces zones de subduction? Juste un petit mot rapide sur la zone A, parce que ce n'est pas du tout celle qui va nous intéresser, on va s'intéresser plus à la zone B. La zone A, comme zone de subduction, c'est ce qui se passe en ce moment à travers toutes les personnes qui cherchent justement à quitter cette dépendance, mais qui en même temps n'y arrivent pas. Il y a en eux une très forte volonté d'affirmer la conscience d'indépendance, mais en même temps, il y a tellement de choses qui les retient. Si bien qu'en eux-mêmes, c'est terrible comme dualité. Je sens bien que moi, j'aimerais bien faire ce que je veux, fonctionner comme ça, mais en moi, j'ai un conflit de loyauté. Je ne peux pas abandonner ma religion, je ne peux pas abandonner les miens. Et puis que vont dire les gens, puis autour de moi, puis dans la société dans laquelle je vis, c'est pas possible de dire j'envoie tout ça promener. Donc, alors je le fais, mais sans le faire, tout en le faisant. C'est le gros problème des femmes qui cherchent vraiment dans un certain nombre de sociétés de conscience de dépendance à essayer enfin de briser le carcan et d'essayer d'aller dire maintenant on va affirmer notre indépendance. Pas question. Pour certains, non, tu vas continuer à être soumise à l'homme. Donc on voit bien que chez chacun, dans cette société, on sent très très fort ça. Cette zone A, elle regroupe actuellement tous les pays du Maghreb, tous les pays du Machrek, et qu'on regroupe aussi l'Inde, la Chine, etc., de très 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 nombreux pays. Il y a une énorme problématique mondiale dans cette zone A. Ce sont toutes les personnes qui intérieurement cherchent à briser les carcans, cherchent à briser le fait d'être dépendantes de quelqu'un, d'un homme, d'une société, d'un chef, d'un dictateur, d'une religion, de manière à affirmer leur indépendance. Mais ce n'est pas simple. Et ce conflit intérieur, naturellement, vous le retrouvez extérieurement. Voilà pourquoi dans tous ces pays, vous le retrouvez extérieurement, complètement, ces conflits. Ils sont là et ils nous explosent à la figure donc quotidiennement. Et c'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent passer par cette zone de conscience, vu qu'il y en a encore énormément qui sont encore en conscience de dépendance, qui n'ont pas encore commencé à imaginer qu'ils pourraient avoir le passage par cette zone A. Donc ça n'est pas fini. Ce que je voulais vous montrer ce soir par rapport à la notion d'effondrement, c'est la zone B. En effet, c'est cette zone B qui va nous intéresser parce que dans cette zone B, c'est le conflit intérieur, encore une fois, mais entre les gens qui
veulent en finir avec cette conscience égocentrique, cette conscience du moi-je, cette conscience de l'individu qui se construit lui-même, qui vit lui-même, et passer complètement à autre chose, à cette conscience de reconnaissance, à cette conscience d'interdépendance. Facile à dire, facile à concevoir. Intellectuellement, ça roule. Intellectuellement, ah oui, mais les autres, oh, pas de problème. Ah non, mais moi je suis tout à fait pour. Hein. Tout ce que tu dis, je suis pour, complètement. C'est vrai que c'est une honte de faire comme ça, voilà, et puis de fonctionner de cette manière-là, et puis il faudrait vraiment consommer différemment, et puis il faudrait arrêter de prendre l'avion, et puis, bon, je m'excuse parce que le mien, c'est dans 1 heure. On sent bien que, vous voyez, les conflits, ils sont là, ils sont intérieurs. Et comment faire autrement? On est tellement dans une société de conscience indépendance, individuelle, qu'on est tous noyés complètement là-dedans. Donc à moins de devenir quelqu'un en dehors de la société, ou de décréter un peu comme dans le film La Belle Verte, on arrête tout. Et puis voilà, on va vivre maintenant d'une manière très simple, sans rien du tout. Non, c'est certainement pas la solution. C'est pas ça. Donc voilà pourquoi ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir qu'en nous, il y a une dualité, il va falloir trouver la solution à cette dualité. Comment réussir à faire pousser en nous de plus en plus cette conscience de l'autre, cette conscience d'interdépendance, sans que forcément ça crée des séismes effroyables. Et pourtant, ces séismes, ils sont bien là. Ils sont dans notre société. C'est exactement ce que je suis en train de vous décrire. Le grand séisme, c'est ces fameux effondrements. Ça va être l'effondrement, comme je vous disais, de la conscience d'indépendance. C'est ça qui va s'effondrer, pour laisser place justement à la conscience d'interdépendance. Mais comme cette conscience d'indépendance, elle est créatrice de notre civilisation, c'est-à-dire que quand cet état de conscience s'effondre, c'est sûr que ça a des conséquences sur le monde physique. Dans notre société, on trouve ça en ce moment. Entre les gens qui se fichent éperdument de ce qu'ils consomment, qui continuent de manger plein de viande, plein de poissons, etc. On dit oui, mais les océans, oui, mais... oh, pas grave. Mais en principe, je suis d'accord avec toi, mais bon, faut quand même pas exagérer. C'est pas parce que moi, je vais manger un petit peu comme ça, je vais manger 3 poissons, mais... Bon. Toujours le raisonnement personnel et local. Et donc, on est complètement là-dedans. Mon envie de rouler en 4x4, peut-être pas. Bon, un petit SUV. Bon. Voilà. On est constamment pris, vous voyez, dans ces contradictions. Et nous, on le sent bien en nous. Et puis même par rapport aux autres. Combien on peut être critique. Tous ces gens qui consomment encore avec des bouteilles plastiques, et tous ces gens qui roulent en 4x4, et tous ces gens qui ne se rendent pas compte, et tous ces gens qui polluent, et tous ces gens qui... Comme s'ils étaient le mal incarné. Ben non. N'oublions pas qu'en termes de conscience, nous passons tous par là. Tout le monde passe par là. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, il y a encore 2 à 3 milliards de personnes qui arrivent là, dans cette zone-là. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important qu'il y ait de plus en plus de gens qui passent dans la zone d'interdépendance de manière à faire contrepoids, sachant que le contrepoids en termes de forme pensée, en termes de créativité, heureusement, ce n'est pas une question de nombre, mais de puissance de pensée. Et là, naturellement, ça fera le poids. Mais il faut qu'on passe de plus en plus justement dans cette conscience d'interdépendance. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a ce fondu enchaîné entre les deux, et que ce fondu enchaîné, que ce soit en zone A ou en zone B, il est cataclysmique. Forcément, il y a quelque chose qui fait que ça frotte, ça ne marche pas, qu'il y a des soulèvements et que ça va créer toutes sortes de problèmes. Quand on parle d'effondrement, on va mettre l'accent sur ce qui s'effondre. On va voir ce qui s'effondre. Mais ce que je voulais vous montrer à propos de ce dessin, c'est que les choses ne s'effondrent que si quelque chose de nouveau surgit. Et qu'en réalité, que ce soit en zone A et en zone B, c'est le surgissement d'un nouvel état de conscience qui provoque l'effondrement de l'ancien. Ça, c'est fondamental. Quelques exemples pour vous montrer. Au niveau des arbres, vous connaissez tous les arbres caducs qui perdent leurs feuilles en automne, les arbres persistants qui les perdent un petit peu au fur et à mesure, et puis il y a les arbres marcescents. Les arbres marcescents comme le chêne, le charme, le hêtre, et dont les branches basses, bizarrement, gardent leurs feuilles fanées pendant tout l'hiver. Et ces feuilles fanées, elles vont tomber fin mars. C'est marrant parce qu'en français, marcescent, on a un moyen mémotechnique pour nous en français, ça veut dire qu'il cesse en mars. Bon, ça ne veut pas du tout dire ça, marcescent, ça veut dire fané, mais bon, c'est un moyen mémotechnique. Et donc, fin mars, effectivement, elles vont tomber. On se demande qu'est-ce qui leur prend d'un seul coup. C'est très simple. La feuille fanée tombe parce que la nouvelle feuille pousse. Donc, elle ne tombe que lorsque la nouvelle feuille pousse. Vous allez dire, mais on ne la voit pas? Non, on ne la voit pas. Pas encore. Mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Exactement comme la dentition de lait d'un enfant. Pourquoi est-ce que d'un seul coup les dents d'un enfant tombent? Parce que celles qui sont en dessous poussent. Ou bien pourquoi est-ce que d'un seul coup on va passer à l'adolescence?
Ah ben c'est certain qu'à partir du moment où plus on se sent dans les énergies de l'adolescence, plus on assiste à un effondrement de l'enfance. Et plus tard, plus on assiste à un développement et un accroissement de l'état adulte, plus on va assister à un effondrement de l'adolescence. C'est automatique. Les choses ne s'effondrent qu'à partir du moment où les choses surgissent. C'est ce qu'on appelle l'insurrection d'une nouvelle conscience. Surgir, insurrection, c'est le même mot. Et qu'on peut choisir soit de mettre l'accent sur ce qui disparaît, soit au contraire de mettre l'accent sur ce qui surgit, et de renforcer ce qui surgit. Tout en sachant que plus on est nombreux à faire surgir un nouvel état de conscience, plus l'ancien va tomber rapidement. On est bien d'accord. J'ai vu dans un journal un dessinateur humoristique que je ne connaissais pas, qui s'appelle Berberian, et qui a une petite vignette comme ça humoristique, et il fait dire à un de ses personnages, c'est bizarre, partout dans le monde, on ne parle que d'effondrement, et moi ce que je vois partout dans le monde, c'est surtout des soulèvements. On ne peut pas mieux dire, c'est rigoureusement exact. On voit partout des soulèvements, des gens qui en ont marre d'être comme ça en conscience de dépendance, de dépendre de ceci ou de cela, qui se soulèvent pour réclamer une certaine liberté, ou bien des gens qui en ont ras-le-bol d'être pris comme ça dans un certain système de consommation, un système financier, et qui se soulèvent pour vivre autrement, dans un autre monde. Et ça, ce soulèvement des consciences, il est absolument fondamental, parce que c'est ça qui amène effectivement automatiquement l'effondrement du reste. Ça met en évidence qu'il ne faut pas avoir peur du rien, qu'il ne faut pas avoir peur du vide. La plupart du temps, quand on parle d'effondrement, la plupart des gens disent « oui, mais d'accord, mais on remplace par quoi ?» D'accord, tout va s'effondrer. Mais une fois qu'on n'aura plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Le rien n'existe pas. Frédéric, dans un article récent, écrivait « On dit quelquefois que la nature a horreur du vide. C'est faux. La nature ne connaît pas le vide. » Ça, c'est fondamental. La nature ne connaît pas le vide. Donc le fait que les choses s'arrêtent et puis qu'il n'y ait plus rien, et puis que non, ça ne vaut pas. Ça, c'est comme ça qu'on a l'impression. Parce qu'on a l'impression que la feuille marcescente, elle tombe et puis qu'il n'y a rien à la place. Vivement qu'une autre pousse. On ne réalise pas que c'est la nouvelle pousse qui a fait tomber l'ancienne. Et c'est ça qu'il faut arriver à se rendre compte. À partir de là, quand on se rend compte de ça, on peut se dire que, bah oui, les choses sont plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles. C'est vrai qu'on peut arriver à voir que des choses comme ça fonctionnent. Par exemple, au niveau culturel, si je puis dire. Par exemple, les plus anciens d'entre vous ont connu les années 60 avec les yéyés. Mais est-ce que ça s'est effondré? Non, ça a été remplacé par les hippies, qui ont été remplacés par les punks, qui ont été remplacés par... Mais à chaque fois, c'est quelque chose en fondu, enchaîné. Il y a quelque chose d'autre qui apparaît, puis qui finit finalement par effondrer le reste, sans qu'il y ait le moindre vide. Jamais on s'est dit, ah bah c'est fini, les yéyés, il n'y a plus rien, maintenant qu'est-ce qu'on mettrait à la place? Ça n'existe pas. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Et ça, c'est fondamental, oui, parce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou. Alors, quelquefois, on pourrait dire, oui, mais quand même, parfois, c'est vraiment pas visible. C'est vrai. Et c'est là où on reparle d'âme, c'est là où on reparle de conscience. Il faut arriver à se rendre compte que, fondamentalement, quand on voit quelque chose, quand on voit une catastrophe, quand on voit des choses dans le monde, il faut toujours se demander quel est le principe spirituel qui est en train de s'incarner. Mais il ne s'incarne pas tout de suite. Il n'est pas en train d'être visible immédiatement. En effet, comme nous l'avons vu souvent, on aura certainement l'occasion d'en reparler cette année, les choses, à partir des énergies fondamentales, doivent descendre progressivement sur le plan mental supérieur. Puis le plan mental, avant d'être perceptible par la masse des gens au niveau émotionnel, au niveau sensible, et avant que ça s'incarne au niveau physique. Donc la plupart du temps, quand ça commence à arriver, c'est encore invisible. Sauf pour les gens qui sont véritablement dans ce mental supérieur. Sauf pour certains scientifiques, certains penseurs, certains philosophes, certains méditants, ces personnes qui ont justement ce contact-là, puis disent « Waouh, il y a ça qui est en train d'arriver ». Souvent, ils le voient même bien avant que quelconque effondrement se passe. Et ils savent que très bien que, vu que cette nouvelle idée est en train d'arriver, eh ben forcément, ça va effondrer l'autre, avant tout le monde. Ce sont forcément des précurseurs. Ces gens-là, ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui, effectivement, nous disent « Mais attention, il y a quelque chose qui va se passer. » Naturellement, tout le monde les prend pour des fous, tout le monde les prend pour des utopistes. Non, mais qu'est-ce que tu parles? C'est quoi cette idée que tu vas chercher? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Ah, mais vraiment. Voilà. Mais pourtant, après quelques années, parce que ça descend effectivement assez lentement, quelques années, il y a de plus en plus de monde qui le voit, et puis on en parle de plus en plus, puis d'un seul coup, ça s'impose à tout le monde. Ah ben oui, dis donc, il y a combien de temps qu'on a commencé à dire ça? Il y a 50 ans. Hey, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Ben oui. Mais c'est l'histoire de la conscience. Donc il faut bien se rendre compte que même si on ne le voit pas, même si nous, momentanément, on est incapable de percevoir certaines choses, sur les plans subtils, il y a toujours quelque chose qui arrive, et c'est uniquement pour ça que finalement quelque chose va s'effondrer. Il y a une deuxième cause aussi qui est importante, et qui est concomitante à celle-là. C'est la notion de cycle. Tout fonctionne avec des cycles.
Et donc, quand on sait que tout fonctionne avec des cycles, on pourrait se poser la question, mais comment peut-on imaginer que les choses durent comme ça éternellement? C'est impossible. On sait très bien que toutes les civilisations sont nées, se sont effondrées. On sait très bien que nous-mêmes, avec notre... nous, on naît, on se développe et puis on meurt. On sait très très bien qu'il y a ces cycles-là. Mais c'est comme si, quelquefois, on avait envie un peu de l'oublier. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2 mois, je vous ai fait un schéma à partir du passé, présent et futur. Ici, on mettait le passé, là, on mettait le futur, l'avenir, et là, il y avait le présent. Par rapport aux états de conscience, de dépendance, d'indépendance et d'interdépendance, il y a une attitude extraordinairement différente. Les gens qui sont en conscience de dépendance, l'essentiel de leur énergie, c'est d'essayer d'amener le passé au présent. Il faut maintenir absolument le passé au présent. Maintenir les traditions pour les transmettre à nos enfants qui les transmettront, etc. Les gens qui sont en conscience d'indépendance, eux, ils vivent le présent au présent. Et présentement, dans le présent. Passé, passé. Futur, je ne serai plus là. Quant aux personnes qui sont en conscience d'interdépendance, et c'est très intéressant, eux, leur rôle, c'est d'amener le futur au présent. Ce sont les gens dont je viens de vous parler, ces précurseurs. Ce sont des gens qui ont déjà la capacité de percevoir ce qui se passe, qui sont déjà remontés dans des zones de conscience supérieures, qui ont déjà entamé la courbe d'évolution, là où la majorité des gens sont encore dans le bas de la courbe. Et ces gens-là, ils peuvent nous parler. Ce sont des sages, ce sont des philosophes, ce sont des sages comme l'humanité en a toujours parlé. Et ils nous disent, vous savez, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est une humanité aimante. L'avenir, c'est le partage. L'avenir, c'est tenir compte des uns des autres. L'avenir, c'est la reconnaissance de tous. L'avenir, c'est la collaboration entre tous les règnes sur Terre. Et ils témoignent de ça, et ils nous disent ça. Et ainsi, ils se cherchent à amener, dès maintenant, le futur au présent, de manière à ce que nous, au présent, on s'inspire déjà, et qu'on connaisse quelque peu cette direction. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est par rapport au cycle. Les gens qui sont en conscience de dépendance, c'est évident qu'eux, ils respectent les cycles. Les gens qui vivent naturellement dans la nature, ils sont complètement avec les cycles. Les cycles jour-nuit, les cycles des saisons, les cycles de reproduction. Ils ne peuvent même pas imaginer s'en séparer tellement leur vie est cyclique. Les gens qui sont ici complètement dans le présent, les cycles, ils ne connaissent pas du tout. Regardez notre civilisation. On a aboli tous les cycles. Maintenant, grâce à l'électricité, on peut travailler de jour comme de nuit. On peut, grâce à l'électricité, peu importe les histoires de jour et de nuit, on s'en fout, on n'en tient pas compte. On fait ce qu'on veut à n'importe quand. Grâce, finalement, maintenant au transport, on mange ce qu'on veut à n'importe quelle saison. Vous voulez des tomates, là, vous voulez des aubergines, mais pas de problème. On vous donne des tomates et des aubergines, ça pousse toute l'année. Vous voulez des cerises? Oui, bah écoutez, on en fait venir, là, du Pérou en ce moment, du Chili. Il y a beaucoup de cerises, donc si vous voulez manger des cerises, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que tout ce qu'on veut, partout, est toujours disponible. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de dire mais on va épuiser. Non, on n'épuise rien. Oui, mais les sols, mais non, ça marche avec des engrais azotés. Donc les sols, tant qu'on leur met, tant qu'on leur fournit, il n'y a pas de problème. Allez, hop, on avance. Bref, on a remplacé les cycles par une ligne droite dans laquelle on obtient ce qu'on veut quand on veut. Il n'y a pas cette notion de cycle. Donc comment voulez-vous, dans cet état de conscience, qu'on comprenne à un moment donné que les choses doivent s'épuiser? Comment voulez-vous qu'à un moment donné, quand on est dans cet état d'esprit, on ait suffisamment de recul pour dire « Ah, attention, là, parce que le pétrole, le charbon, ça va pas durer, c'est même pour bientôt. » Ah non, on est droit dans le mur. On a l'impression qu'il y aura toujours ce qu'il nous faut, parce qu'il y a toujours eu ce qu'il nous faut depuis des dizaines d'années. On n'a pas du tout cette notion de cycle qui naît, qui se développe et qui meurt. Par contre, quand on trouve les gens qui sont en conscience d'interdépendance, alors eux, ils connaissent très très bien les cycles. Et ils ramènent justement cette histoire de cycle. Et quand ils ramènent le futur au présent, ils nous disent « Attention, il faut travailler avec les cycles. » Que ce soit encore une fois tous les cycles que nous connaissons, mais les cycles astrologiques, les cycles fondamentaux, les cycles des rayons, tous les cycles qu'on ne connaît pas ou qu'on n'arrive pas à sentir. Mais on va devoir être une humanité qui apprend de plus en plus à travailler avec des cycles de plus en plus subtils, d'énergie qu'on ne connaît pas encore bien. Mais la solution, elle est là, parce que tout, absolument tout est cyclique. Et les états de conscience sont aussi naturellement complètement cycliques. Donc, le fait d'arriver à dire cette conscience d'indépendance, elle va toucher à sa fin, c'est pas un mal. C'est pas une catastrophe, c'est cyclique. De même que la conscience de dépendance arrive à sa fin et c'est cyclique. Et c'est pas un mal. Tout doit finalement disparaître à un moment donné pour laisser la place à autre chose dans une grande histoire. Mais quelle vision a-t-on de l'histoire quand on est complètement comme ça coincé au présent? Si ce n'est l'impression de l'écrire en permanence, chacun d'entre nous, et qu'on fait confiance. L'avenir, c'est droit devant nous et on y va. Ça, vous voyez, c'est vraiment important de comprendre combien il y a un processus de surgissement qui amène la fin des choses et que tout ceci est cyclique.
parfaitement prévisible et prévu par tous ceux qui ont une certaine vision beaucoup plus globale. Mais l'ignorer, ça nous maintient complètement dans la peur. L'ignorer, ça nous montre que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, voilà, par quoi est-ce qu'on va remplacer, comment on va vivre, comment on va fonctionner. Et du coup, on oublie complètement les processus de conscience pour en rester à coller aux faits, à coller aux événements, et à essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi on n'a pas fonctionné comme ça. Alors du point de vue de la conscience, c'est extrêmement clair. On a fonctionné comme ça tout simplement parce qu'on était dans cette conscience individuelle, dans cette conscience d'indépendance. Et qu'on ne pouvait pas faire à la limite autrement. Il fallait passer par là pour l'humanité. On ne peut même pas dire c'est une erreur. Ça fait partie du mal nécessaire. C'est le fond de la courbe. Mais ce qui donne espoir, c'est justement notre capacité à pouvoir remonter et de voir les millions de personnes actuellement sur Terre qui déjà remontent et qui font quelque chose d'autre. C'est ça qui est intéressant. Parce que la question qui vient maintenant, bon alors qu'est-ce qu'on fait, quelle action juste menée par rapport à tout ça? À la question qu'est-ce qu'on fait, il faut déjà noter qu'il y a des millions de personnes qui font déjà plein de choses. Il y a des bouquins, il y a des films, des reportages, il y a plein de gens partout à tous les niveaux qui font déjà plein de choses. Des gens qui effectivement sont déjà en train de dire stop, nous maintenant on fonctionne complètement différemment. On n'attend pas que ce soit quelque chose d'officiel, on n'attend pas de l'État, nous voilà. On fait là, localement, on fait quelque chose, on fait comme ça. Et ce, dans tous les domaines, j'insiste bien dans tous les domaines, on aura certainement aussi l'occasion d'en reparler, que ce soit donc dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine des religions, dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine de la psychologie, guérison, etc. Vraiment, dans tous les domaines, des gens déjà fonctionnent complètement différemment. Mais s'ils fonctionnent différemment, c'est parce qu'ils ont fait leur effondrement de conscience individuelle. C'est parce qu'ils sont passés dans la conscience d'interdépendance. C'est parce que justement ils sont déjà bien avancés dans la zone B, voire passés dans le troisième monde de conscience, que du coup ils peuvent agir directement. Parce que tant que vous n'avez pas l'état de conscience adéquat, vous ne pouvez pas agir d'une manière juste. Tant que vous avez l'état de conscience qui est dans la zone B, mais encore très indépendant. On comprend ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à le faire. D'où souvent l'inertie des personnes qui sont justement en proie à ce déchirement et qui disent mais qu'est-ce que j'aimerais faire comme chose, mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, puisque je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est tout à fait normal. Parce que tant que je n'ai pas l'état de conscience qu'il faut, je ne peux pas le faire. Dès que j'ai l'état de conscience nécessaire, la question même de savoir comment faire ou qu'est-ce que je peux faire ne se pose même plus. C'est une évidence. Si vous avez l'état de conscience, immédiatement, dans votre quotidien, vous savez quoi faire, où le faire et comment le faire. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Et c'est ce qui vous explique pourquoi, souvent, les écologistes ne comprennent pas en disant, mais on montre des chiffres absolument alarmants. On montre aux gens, mais on va au casse-pipe. Pourquoi ne bougent-ils pas? Mais parce que les gens sont encore en conscience d'indépendance et qu'ils ne peuvent pas bouger. Ce serait renoncer à eux-mêmes, ce serait suicidaire, ce serait renoncer à leur désir, à leur bonheur, ce serait renoncer complètement à leur croissance. Or, c'est ça qui est identitaire dans cet état de conscience. Donc renoncer à ça, ils ne peuvent pas. Donc la seule possibilité, c'est que le plus rapidement possible, on passe le plus justement dans cette conscience d'interdépendance. C'est ça la clé. Et c'est pour ça que quand on passe au niveau macroéconomique, il n'y a rien qui se passe. On dit même qu'il y a des gens qui ont fait des recherches très intéressantes du point de vue des énergies libres. On parle de Tesla, on parle même de beaucoup d'autres personnes, même à l'heure actuelle, qui ont découvert l'énergie libre, mais qu'on leur a fait des menaces, qu'on leur a fait fermer leur laboratoire, quelquefois même des choses beaucoup plus graves. Parce que, pour l'instant, il y a une telle envie de profit de la part des tenants majoritaires de la conscience d'indépendance, que tant qu'on n'aura pas brûlé tout le pétrole et qu'ils n'auront pas fait un maximum de profit, pas question de faire naître une énergie qui ne coûterait rien, gratuite pour tout le monde, et qui ruinerait complètement tous les pétroliers et toute l'industrie qui irait avec. Parce que de toute façon, c'est vrai. Si demain on découvre, ou plus exactement on met en place l'énergie libre, ça veut dire que c'est une faillite mondiale du point de vue économique. C'est évident, tout s'effondre. On en revient au scénario premier que je vous décrivais tout à l'heure. Donc, ils ne veulent surtout pas ça, et donc ils restreignent complètement cet aspect-là. Voilà pourquoi, d'un point de vue global et général, n'attendons rien. C'est impossible. Les gens qui dirigent à ce niveau-là, ils sont complètement pris. Quant au gouvernement de tous les pays du monde ou les pays d'Europe, ils sont complètement dépendants de ces puissances économiques et financières, et malheureusement, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Donc,
c'est au niveau local que ça se passe. Voilà pourquoi les plus belles initiatives, c'est au niveau local, c'est au niveau communal. Et qu'on trouve des villes, on trouve des villages, on trouve des gens, des initiatives, des associations. On trouve énormément de choses au niveau local. C'est là que la toile se tisse. C'est là que le réseau se fait. C'est là que justement on est en train de voir comment ça peut se passer. C'est pour ça que peut-être un jour, l'Europe des nations s'effondrera complètement. Et qu'on aura une Europe des régions, une Europe complètement locale, dans laquelle les pays n'auront plus que des importances, mais ce sera vraiment de région à région, de ville à ville, de village à village, par un réseau dans lequel chacun représente une petite entité, et que les grosses entités s'effondreront les unes après les autres. C'est ça qui se construit, et maintenant c'est ça que nous avons véritablement à favoriser. La clé, c'est le développement de la conscience. On ne peut pas faire, malgré notre bonne volonté, si on n'a pas l'état de conscience qu'il faut. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Pablo Servignet nous disait, le jour où il y a l'effondrement, il faudra se comporter d'une manière coopérative, on va aller plus loin. C'est maintenant qu'il faut se développer d'une manière coopérative, de manière à amener l'effondrement de la conscience d'indépendance et individuelle. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il nous faut absolument développer totalement l'interdépendance, développer cet état de conscience. Ça, l'interdépendance, c'est vraiment la notion de cœur. On parle souvent de cœur, comme vous savez, qui n'a rien de tout à voir avec l'affectif, mais qui est complètement un processus de penser, sentir et agir en termes de globalité. Et pour ça, il faut voir l'interdépendance des choses. Comme je vous le décrivais tout à l'heure à propos donc de cette conscience d'interdépendance. L'interdépendance entre tout ce qui vit, ce qu'on appelle les terriens, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux, les dévas, les humains, tout ça, c'est interdépendance. Et aussi l'interdépendance avec le monde vertical, avec le monde de l'âme. Arriver à avoir une interdépendance en croix. Avec le monde vertical, on est interdépendant entre le monde de l'âme, le monde de la personnalité et tout ce qui vit sur Terre. Ça, c'est vraiment, plus on sera là-dedans, plus on rentrera, nous, là-dedans, pas le savoir. Hein, parce que quand on le sait, on ne le fait pas. C'est quand on l'est qu'on le fait. Donc c'est vraiment entrer de plus en plus dans cet état de conscience de manière à pouvoir le devenir et pouvoir véritablement agir. Et puis on pourrait dire même allons plus loin, développons la solidarité. Pas du tout dans le sens habituel où on l'utilise. Habituellement on utilise la solidarité comme une forme d'acte, comme ça au quotidien, une forme d'entraide. Non, fondamentalement la solidarité c'est beaucoup plus. Ça vient du grec solido qui veut dire entier, tout, global, système. Et donc ça a quelque chose d'en plus que n'a pas l'interdépendance. Je vous donne un exemple. Vous regardez en détail les rouages d'une montre. Vous pouvez dire, évidemment, ils sont tous interdépendants. Exact. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin et dire, ils sont tous solidaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces rouages ont une interdépendance à l'intérieur d'une montre dont on connaît le but, qui est d'arriver à donner l'heure. Donc ils font tous partie d'un organisme, mais ils sont tous indispensables à cet organisme dont on connaît le sens, dont on connaît le but. Est-on capable de le faire par rapport à l'humanité ? C'est ça qui est un peu plus difficile. C'est vous dire que c'est vraiment quelque chose qui va loin, y compris quelquefois pour pallier nos difficultés à avoir l'interdépendance. Je vais prendre des exemples un peu stupides, mais vous allez voir, c'est quand même parlant. Est-ce qu'il y a une interdépendance manifeste entre un volant de voiture et le moteur ? Pas vraiment. Par contre, si vous regardez solidairement la voiture en tant que tout, eh bien évidemment, là l'interdépendance elle saute aux yeux. Si vous avez un moteur et pas de volant, ou un volant et pas de moteur, ça ne fonctionne pas du tout. Allons plus loin. Y a-t-il une interdépendance avec le cendrier, même si vous ne fumez pas ? Là, on aurait tendance à dire, peut-être pas exagérer, là, quand même. Je suis désolé. Le concepteur de la voiture, ou les concepteurs de la voiture, ils l'ont imaginée telle qu'elle, dans les moindres détails. Et c'est telle qu'elle est. Et donc, la solidarité, c'est tout cet ensemble. Et s'il y a une pièce qui manque, ou s'il y a une pièce qui est différente, c'est pas telle qu'elle a été conçue. Vous allez me dire, c'est pas très important. Ça n'a pas lieu de dire, c'est important ou pas. C'est de concevoir qu'à partir du moment où ça a un sens, et que ce sens, il fonctionne comme ça, c'est de respecter ce sens. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on considère justement l'ensemble de la planète Terre et sa solidarité, c'est pas facile d'arriver à dire tout est interdépendant sur Terre, ça c'est une espèce d'évidence, tout est interdépendant sur Terre. Oui, mais y a-t-il une solidarité ? Ça nous demanderait de voir quel est le sens de la planète Terre, le sens de l'évolution sur Terre. Ça nous demanderait de voir le but de l'évolution sur Terre, et d'en tenir compte, et de tenir compte de tout. Parce que nous, on serait prêts à faire le coup du cendrier avec certains animaux. Ouais, les moustiques, les puces, bon, hein, on pourrait peut-être s'en débarrasser, ça ne nuirait peut-être pas à la solidarité planétaire. C'est comme dans mon jardin, moi, avec le chien dent, si je pouvais m'en débarrasser aussi une bonne fois pour toutes, ça nuit à la solidarité. Non.
Quand on parle solidarité, on prend tout. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de percevoir l'interdépendance entre certains éléments qu'il faut s'en débarrasser. C'est pas parce qu'ils nous gênent qu'il faut s'en débarrasser. La solidarité, c'est la prise en compte de tout, parce que ce tout a un sens. Ça a un sens créateur. C'est tout à fait fondateur et c'est fondamental de réussir à fonctionner comme ça. Vous voyez en quoi la solidarité, prise de cette façon-là, va beaucoup plus loin que l'interdépendance. Elle peut même nous faire réaliser de l'interdépendance des choses là où nous ne la voyons pas. Parce que c'est vrai qu'a priori, entre le framboisier qui pousse dans mon jardin et la baleine bleue, l'interdépendance, j'ai du mal. Oui, mais du point de vue de la solidarité planétaire, c'est un tout. C'est indissociable. Voilà pourquoi nous avons, nous, à nous entraîner, vous voyez, au niveau de la Terre, à développer cet état d'esprit de solidarité où on ne rejette rien parce que tout est pris dans un sens bien particulier, celui que nous avons défini justement ces 2 derniers mois. Et c'est ça qui va nous amener de plus en plus justement dans cette conscience 3. C'est ça qui nous amène à être de plus en plus justement dans ce processus d'amour qui va nous sortir progressivement de toute cette histoire, qui est la proposition fondamentale, qui est le surgissement de la conscience. Et puis on pourrait dire aussi que c'est important pour nous de comprendre le rapport qu'il y a entre énergie, puisqu'on a parlé beaucoup d'énergie ce soir, énergie et conscience. En effet, l'énergie au niveau universel, elle est partout. Tout l'univers est énergie. Et cette énergie est libre. Tout l'univers est conscience. Et cette conscience est libre. Donc tout l'univers est énergie et conscience. Les deux sont reliés et en rapport constant l'un avec l'autre. Sauf qu'à un moment donné, et c'est l'histoire de notre Terre par exemple, eh bien, certains aspects de la conscience choisissent de se contraindre et de descendre en incarnation. C'est l'involution que nous avons vue des âmes. Et donc, ils se contraignent et se descendent dans un corps physique. Et là, l'âme et la conscience, elle n'est plus libre de faire ce qu'elle veut. Elle est justement complètement limitée par la forme. Laquelle forme en question a été aussi construite parce que, à un moment donné, l'énergie, en tant que précipitation du champ quantique, s'est aussi complètement condensée. Elle est passée de l'énergie, donc, à ce qu'on appelle la matière, à ce qu'on appelle donc le monde des formes. Et donc on a quelque chose qui est conjoint. L'énergie s'est fait matière, l'âme s'est fait conscience incarnée. Et on a les deux. Et les deux sont à libérer conjointement. Regardez ce qui se passe en conscience de dépendance. En conscience de dépendance, de quelle énergie les gens sont capables? Pas grand-chose. Ils ne sont pas capables de libérer de l'énergie, puisqu'ils ne sont pas capables de se libérer eux-mêmes. Ils sont dépendants. Donc ils dépendent des énergies, du feu de bois, ils dépendent du vent, ils dépendent de l'eau, ils vont dépendre de leur force musculaire, ils vont dépendre de la force musculaire d'un animal. Et c'est tout. Dès qu'on se libère de cette dépendance et qu'on passe en conscience d'indépendance, et ça, ça date très très bien dans l'histoire, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on peut libérer la puissance des énergies fossiles. Et c'est ce qui s'est passé. Conjointement à la libération de l'humain, conjointement au passage à la conscience d'indépendance, on a libéré toutes les énergies fossiles. Et c'est fantastique, ça a flambé. Et on a construit une civilisation extraordinaire, la nôtre. Et on s'est tous éclatés, on s'est tous construits grâce à ce passage. Mais on voit bien que pour passer à une autre énergie, il va falloir se libérer maintenant de ce processus. On ne s'est pas du tout rendu compte combien on s'était aliéné avec ces énergies fossiles. Combien on avait créé une addiction, mais vraiment au sens propre du terme. On est tellement addict aux énergies fossiles que personne ne s'est rendu compte qu'on allait en manquer. Quand on voit ça avec du recul, on dit non, c'est pas possible. Que personne donc n'a simplement pris un minimum de recul pour dire qu'est-ce qu'on fait le jour où on en manque. C'est vraiment l'aliénation totale, c'est l'addiction complète. C'est dire si on était complètement attaché à ça. Et donc, c'est ça qui va s'effondrer, c'est ça qui est terminé. L'effondrement, c'est évidemment pas l'effondrement de la Terre, c'est pas l'effondrement de l'humanité, c'est pas l'effondrement de catastrophisme, non, c'est l'effondrement d'un état de conscience particulier, celui de cet état de conscience d'indépendance. Et donc, pour ça, il faut qu'on se libère à nouveau. Comme on a réussi à se libérer de nos dépendances pour libérer les énergies fossiles, nous devons maintenant nous libérer de nos consciences fossiles, de nos idées fossiles, de notre passé, de notre petit moi, de manière à libérer complètement l'être supérieur en nous. Réussir à libérer notre capacité d'amour, de reconnaissance, d'unité, telle que vous en parlez tout à l'heure. Et plus on va chercher ça, plus on va libérer de nouvelles énergies. Et la fameuse énergie libre, telle qu'elle a été inventée, et telle qu'elle va inonder l'humanité d'ici quelque temps,
elle sera disponible pour nous dans la mesure où justement nous apprenons à nous libérer complètement de l'être fossilisé que nous sommes à travers donc cette vieille conscience d'indépendance. Mais tant qu'on est encore dans nos pensées fossiles, on utilisera encore des énergies fossiles. C'est donc intéressant de voir que quand on appelle de nos voeux cette nouvelle énergie, mais ça ne dépend qu'à nous. Libérons-nous du vieux monde. Libérons-nous justement de nos vieilles pensées, de nos désirs, de notre volonté de bonheur, de notre système de vie, de nos croyances. Libérons-nous de tout ça et essayons de retrouver les valeurs fondamentales. Et c'est ça qui fait qu'on aura très bientôt une énergie à notre disposition, propre, gratuite, illimitée, qui fera qu'on vivra un autre monde. Mais imaginez qu'on l'ait maintenant, cette énergie. Quelle bêtise on ferait encore avec? Quelle surconsommation on ferait avec? Donc ce serait bien, c'est très très sage de voir qu'à niveau de conscience égal, telle énergie. Tu as tel niveau de conscience, telle énergie. Tu arrives à te libérer, tu as une énergie libre. Vous voyez, les deux fonctionnent comme ça progressivement l'un par rapport à l'autre. Alors l'effondrement est-il inéluctable? L'effondrement de la planète, non. L'effondrement de toute civilisation, non. Mais l'effondrement de la zone de conscience indépendante, oui, il est absolument inéluctable. On ne peut pas faire autrement. C'est donc toute une certaine forme de civilisation qui va s'effondrer d'une manière inéluctable. Et tant mieux. Et tant mieux. Bien sûr, il va y avoir des dégâts. Bien sûr, il va y avoir des souffrances. Ça, c'est absolument inévitable. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est quelque chose qui va s'arrêter parce que ça ne peut pas fonctionner autrement. Et surtout qu'on est de plus en plus nombreux à être dans cette autre zone de conscience et à proposer déjà d'autres choses. L'autre monde est déjà en marche. Maintenant, est-ce que la souffrance est inévitable? Est-ce qu'on va effectivement avoir un effondrement de toute façon? Non, ça c'est pas inéluctable non plus. Plus nous sommes nombreux à développer déjà ces propositions nouvelles, plus nous sommes nombreux à porter ces états de conscience de réseau, d'interconnexion, plus nous serons nombreux le jour où ça arrive à mettre tout de suite en place des réseaux de solidarité. Mais ça évitera énormément de souffrance et de destruction. Alors, il est certain que si nous gardons l'état de conscience, d'individualité, et que dès que ça s'effondre, tout le monde se renferme chez soi avec ses boîtes de conserve, son puits, etc., et que surtout on ne s'entraide pas parce que, oui, là, l'effondrement sera terrible. Mais si au contraire, on est suffisamment nombreux pour aussitôt mettre en place tout le système de réseau de solidarité, alors il se peut que ce fondu enchaîné se fasse tout simplement d'une manière beaucoup moins dramatique qu'on pourrait le penser. Ça ne dépend justement que de nous. Et comme il s'agit toujours, comme on le disait au début, d'incarner l'espoir au quotidien, puisque c'est l'histoire un peu de cette année, pour ça, encore une fois, je vous le redis, ne focalisez pas sur l'effondrement. Vous voyez bien l'histoire un petit peu de cette zone B, c'est de dire que l'effondrement est inéluctable parce que le surgissement d'une nouvelle conscience est inéluctable. Il faut que nous focalisions tous, nous, sur le surgissement de cette nouvelle conscience qui provoque forcément l'effondrement de l'ancienne, mais c'est presque un détail, c'est quelque chose qui va se passer, mais on ne s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on doit vraiment incarner au quotidien, c'est ça. Je vous propose une méditation là-dessus. Donc nous commençons en respirant toujours au niveau frontal. Et pendant que nous nous concentrons, nous imaginons le réseau éthérique qui est celui de la Terre et dans lequel tout vit. Nous-mêmes, notre corps éthérique fait partie de ce réseau immense et c'est ce qui nous met en contact les uns avec les autres. Donc quand on parle d'interdépendance, ce n'est pas simplement une idée, une intention, c'est une réalité éthérée. On dit que le corps éthérique est le fondement même de l'inséparabilité.
Ne craignez pas de faire marcher l'imagination créatrice pour vous percevoir en unité avec tout ce qui est sur Terre. Puis nous remontons vers le sommet de la tête et au-delà de la tête pour chercher à nous connecter à l'être fondamental que nous sommes. Le mieux pour le percevoir, c'est de l'aborder par des qualités fondamentales telles que la clarté, la lumière, l'unité, l'amour. C'est avant tout un ensemble de qualités. Et de même que nous percevions l'interdépendance sur le réseau éthérique, là nous pouvons aller plus loin et percevoir la solidarité de tous les êtres essentiels, de tous les règnes. Si cette planète et tous ses habitants ont un sens, c'est en tant qu'âme que nous pouvons le trouver, le sentir, le pressentir. En faisant ainsi, nous explorons vraiment le futur au présent. C'est ce qui nous attend tous, c'est ce qui attend l'humanité, la réalisation de cet être fondamental. À vivre ici et maintenant, dans notre quotidien.
C'est parce que nous vivons cette unité solidaire que nous pouvons aborder chaque jour nos responsabilités, participer au changement de la société. Portons constamment notre regard sur ce qui surgit et non sur ce qui s'effondre. Ainsi nous le vitalisons. Puis en insistant sur l'expire, nous laissons passer tout ce que nous avons pu connecter consciemment ou inconsciemment sur les champs essentiels, afin de les laisser passer à travers nous vers le champ éthérique, reliant ainsi le haut et le bas. Vitalisons ainsi le bas avec les énergies subtiles. Puis nous prenons quelques instants pour intégrer ce que nous venons de voir ensemble et préparer peut-être votre participation au réseau, puisqu'après la méditation, nous créons ce réseau, on ne garde pas pour soi et on est complètement dans l'échange. Bien, vous revenez au niveau frontal, vous expirez bien. Ok.